Permet de me présenter comme la régionale de l'étape, voilà, directrice générale des services de la région. Et puis, Olivier Laligan, qui représente une autre région, la région Bourgogne-Franche-Comté, Christine Sellier, représentant au-delà de la métropole Montpellier-Méditerranée, la région Occitanie d'une certaine façon, avec laquelle vous êtes aussi en interaction. Alors, avec vous, on va finalement reprendre les fils de la discussion de la table ronde précédente, mais avec un point de vue un peu différent, même très différent, à la lumière, on va le faire à la lumière des retours d'expérience, des actions, des initiatives que vous avez menées, non sans, en tout cas c'est mon espoir, témoigner de la manière dont l'attractivité passe aussi par des hommes et des femmes, des moutons à 5 pattes qui savent parler la langue des élus, des citoyens, des universitaires, pour essayer de faire vivre cette attractivité, l'incarner au-delà des différents dispositifs dont on a parlé sous la forme d'acronymes ou de déroulés plus ou moins énigmatiques pour le grand public. Or, on est en région Centre-Val de Loire, on va y rester encore un peu, pour commencer avec vous, Florence Pelot-Labing, à qui on tend un micro. J'imagine, Florence Pelot-Labing, que vous avez envie de vous livrer au même exercice que Philippe, un travail de discutant, mais auparavant, voilà, vous dites oui, vous pourrez égriner des réactions à ce que vous avez dit, mais ce que j'aimerais, c'est que vous commenciez par rappeler la démarche que vous avez entamée dès la prise de vos fonctions, qui est relativement récente, 2019, c'est ça. Ce qui ne veut pas dire que vous avez entamé une carrière de DGS à cette date. Vous avez un long parcours qui vous avait fait parcourir la France, l'Occitanie notamment, et d'autres régions. Et j'aimerais que vous reveniez un peu sur le diagnostic que vous avez confié à un cabinet pour essayer d'évaluer les forces et faiblesses de cette région. Il ne s'agit pas de le faire de manière exhaustive, mais de mettre en exergue des éléments saillants utiles à notre discussion. Merci, bonjour à toutes et à tous. Et alors je m'excuse par avance parce que je n'ai pas pu participer aux travaux qui ont eu lieu ce matin, donc j'espère avoir un propos qui ne soit pas totalement déconnecté de ce que vous avez dit. Vous en êtes tenu informé, donc vous avez été briefé. Donc effectivement, la région Centre-Val de Loire est une région pleine d'atouts. Vous en avez sûrement cité quelques-uns, notamment en parlant de la recherche, mais c'est une région effectivement qui a un patrimoine historique, un patrimoine naturel fabuleux, connu pour le patrimoine historique, et peut-être un peu moins pour le patrimoine naturel. C'est une région qui a une proximité à l'Île-de-France qui en fait, y compris parce qu'on a un réseau de déplacement, de mobilité facilité qui en fait un lien très facile, et on a un certain nombre de salariés qui sont des nafteurs qui font la liaison entre la région Centre-Val de Loire et Paris au quotidien. C'est une région qui a une réelle qualité de vie. C'est une région qui a un réseau de villes moyennes importantes, qui n'est pas phagocytée par des métropoles qui écrasent l'ensemble du territoire. Voilà, donc consciente d'avoir un certain nombre d'atouts. Tout va bien, donc. Et pourtant, consciente également d'avoir un déficit d'image, de notoriété, d'attractivité. Les mots ne veulent pas dire tout à fait la même chose, et donc les réponses ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais voilà, du coup, on a voulu réaliser une étude en profondeur, qui est plutôt une étude avec une approche sociologique, avec des méthodes à la fois qualitatives et quantitatives, pour mieux comprendre ce qui se jouait sur cette perception de la région Centre-Val de Loire, à la fois par les habitants, et notamment par les jeunes, voir comment ils se projetaient sur une vie sur le territoire, et par des non-habitants, et donc un certain nombre de cibles externes à travers un sondage. Ce qui ressort de ces études, c'est qu'effectivement, alors la région Centre-Val de Loire, par les extérieurs, est assez méconnue. On voit à peu près où elle est. Mieux qualifiée depuis qu'avec la réforme institutionnelle des régions, on a accolé Val de Loire à Centre,
Voilà, centre Val-de-Loire, c'est plus qualifiant que centre, qui peut donner l'impression d'un vide ou d'un creux qu'on ne sait pas bien positionner, auquel on ne sait pas vraiment attacher des images. Et donc voilà un territoire finalement assez méconnu, qui n'envoie pas d'aspérité négative, mais pour autant qui ne renvoie pas suffisamment d'images distinctives. Et ces éléments d'image sont aussi partagés par les habitants, qui sont très heureux de vivre en région Centre Val-de-Loire, qui, y compris lorsqu'ils sont en âge de fonder une famille, ont très envie de venir le faire en Centre Val-de-Loire. Mais voilà, on ne claironne pas la région Centre Val-de-Loire. Il y a une forme de modestie collective qui fait que finalement l'ensemble des atouts qui caractérisent le territoire ne sont pas suffisamment connus, identifiés, distinctifs, pour pouvoir susciter une forte notoriété et une attractivité résidentielle, économique. Et voilà. Donc on a une attractivité touristique, ça fonctionne bien, mais transformer une attractivité touristique en attractivité économique ou attractivité résidentielle, c'est un autre sujet, et donc c'est ce qu'on est en train de travailler. Alors, à partir d'une autre caractéristique qui a été évoquée ce matin, c'est-à-dire l'organisation autour de 2 métropoles moyennes, et en considérant que ce n'était pas, en tout cas c'est finalement votre point de vue, forcément une faiblesse, mais peut-être un atout pour finalement œuvrer à une irrigation au plus près des bassins de vie à l'échelle de l'ensemble de la région. Je vous vois opiner. Oui, tout à fait. Du coup, le travail qu'on engage, qui va se poursuivre, c'est du travail sur du temps long, hein, bien entendu. C'est à la fois un travail en termes d'image, et donc voilà, on est en train de se re-questionner sur les éléments identitaires de l'image et la façon dont on communique nous-mêmes sur notre territoire, mais c'est aussi travailler sur une attractivité objective. Qu'est-ce qui fonde une envie de s'installer sur un territoire? Et l'analyse que l'on fait, c'est que, effectivement, contrairement à certaines régions qui sont fortement phagocytées par des métropoles qui ont tendance à attirer tous les regards et toutes les attentions, on a 2 métropoles de taille moyenne qui permettent d'offrir une visibilité et un certain nombre de fonctions ressources qui sont nécessaires à la région, mais on a aussi tout un réseau de villes moyennes, Chartres, Vierzon, Bourges, Châteauroux, Blois, Vendôme, qui ont chacune un certain nombre de caractéristiques, d'atouts, et tout notre travail consiste effectivement à mettre en réseau ces villes moyennes les unes avec les autres, et à identifier quelles sont les fonctions sociales. Vous parliez tout à l'heure de proximité, quels sont les services de proximité qui sont nécessaires pour effectivement avoir cette capacité d'attractivité, en considérant que effectivement, l'attractivité touristique, je le disais, ne génère pas d'attractivité résidentielle. On ne vient pas habiter sur un château, on vient habiter sur un territoire sur lequel on se projette sur une vie sur plusieurs années. Et en considérant que, effectivement, les villes moyennes sont complémentaires les unes avec les autres, et que la région a un rôle d'accompagnement pour faire avec et travailler sur le développement de ces fonctions sociales, en considérant aussi qu'après le Covid, voilà, le mode de vie rêvé des Français a un peu changé. La mégalopole fait plus forcément totalement un tabac, et le fait de pouvoir être sur un territoire qui offre, là j'y reviendrai, un certain nombre de fonctions sociales, mais aussi une proximité dans les liens sociaux entre les habitants, est finalement un mode de vie qui est fortement recherché, et on a toute notre carte à jouer sur ce champ-là. Alors je l'ai dit, avant d'être DGS de cette région, vous avez exercé dans d'autres régions, la région Occitanie, la région Normandie, qui vous est très chère, etc. C'est-à-dire que finalement, on imagine que vous avez œuvré à l'amélioration de l'attractivité à chaque fois de ces régions, mais en venant ici, en exerçant ici, est-ce que vous êtes parti de l'idée de partir d'une page blanche? Derrière cette question, il y a la question du poids des modèles, des références. Quelle est la part entre ce que vous avez essayé d'inventer in situ et puis ce sur quoi vous êtes appuyé dans vos expériences antérieures?
Moi, je considère qu'effectivement, chaque territoire est unique. Chaque territoire a une culture, a une identité, et que ma responsabilité, mon rôle, c'est de comprendre ce que sont les éléments d'identité du territoire sur lequel je travaille, pour comprendre quels sont les attendus des habitants, mais aussi le projet politique. Et le projet politique, il est forcément propre à chacun des élus sur chacun de son territoire, et donc comprendre comment on peut, avec les habitants, par rapport à la façon dont ils vivent, perçoivent, se projettent sur le territoire, comment les politiques portées par les élus y répondent, et comment on peut faire ensemble un bout de chemin qui projette un territoire. Voilà. Avant de poursuivre le tour de table, d'ailleurs, vous avez, il me semble, innové à travers comment la création, alors je ne sais pas où sa création en est, vous allez nous le préciser, d'un laboratoire d'innovation managériale. Il me semble que c'est une innovation qui vous a été inspiré par le contexte de la région Centre-Val de Loire. Et c'est quand même aussi l'occasion de dire que réfléchir à l'attractivité implique de revoir peut-être l'organisation, les rapports entre les différents services, différentes directions au sein d'une collectivité territoriale. Alors effectivement, c'est pas un laboratoire, parce que voilà, c'est une démarche de réflexion sur ce que sont nos valeurs et nos modes de management, et d'identifier quels sont les attendus de nos agents, quels sont les attendus de nos élus, là encore en termes de politique managériale, et comment est-ce qu'on peut accompagner les cadres pour se réinterroger et créer une forme de marque employeur, effectivement, sur les actes et les fondamentaux du management dans la collectivité. Et dans le cadre de ce travail, effectivement, la transversalité occupe une place importante. Alors, non pas par effet de mode ou par tarte à la crème, d'abord par la conviction qu'à plusieurs on est plus intelligent que tout seul, et que des politiques comme des politiques d'attractivité, effectivement, elles doivent conjuguer des apports, des réflexions, des expertises qui sont celles de l'aménagement du territoire avec celles de la culture, celles de la mobilité avec celles de l'éducation, celles de la jeunesse avec celles de la santé. Voilà, c'est l'ensemble des fonctions sociales qui sont attendues sur un territoire qu'il nous faut pouvoir mettre en expertise, en évidence, en action, à travers l'ensemble des directions et des collaborateurs de la région. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire, vous pourrez les préciser à travers les interactions que vous aurez avec nos deux intervenants et puis la salle. Si vous le voulez bien, je vous invite à écouter ce qui va suivre pour prendre des notes et nous dire ce que vous pourriez acclimater à la région comme en centre Pays de Val de Loire. Alors nous allons partir en Occitanie, à Montpellier. C'est vite dit, Christelle Cellier, parce que vous nous avez expliqué l'expédition qui a été la vôtre pour venir en train jusqu'ici. Il faut forcément passer par la capitale. Oui, ça se fait plutôt bien. Ça se fait plutôt bien quand les trains sont à l'heure. Voilà. Mais il n'y a pas encore de liaison directe entre Orléans et Montpellier, où vous êtes installé, puisque c'est en fait au titre de la métropole Méditerranée, alors que je n'écorche pas... Montpellier Méditerranée, pardon, métropole. Mais il sera également question de la région Occitanie, avec laquelle vous travaillez, de même qu'avec l'État. Votre témoignage était intéressant, important d'entendre, puisqu'il porte sur cette mission Med Valley que vous portez. Alors vous êtes venu avec quelques visuels pour expliquer le principe. Déjà pour commencer, en quelques mots, quelle en est la genèse, et je lance les diapositives avec... Ah non, pardon. Voilà. Je vais en profiter pour remercier l'IHEST de son invitation et la région Centre-Val de Loire pour son accueil. Alors effectivement, sur Montpellier et sur son territoire métropolitain, qui est une métropole qui s'est constituée à l'unanimité des communes, vous le savez peut-être, donc c'est la première métropole constituée à l'unanimité des communes. Pourquoi ? Parce qu'elle perd son statut de capitale régionale au moment où la réforme territoriale construit la région Occitanie. Et donc en l'occurrence, le projet, l'ambition, l'objectif est de projeter Montpellier comme capitale en quelque sorte de la santé globale, mais plutôt comme un pôle mondial d'excellence en santé globale, ce concept qui est initié par l'OMS,
le concept One Health, qui permet d'avoir une approche intégrée de la santé avec l'ensemble des états naturels qui sont finalement nécessaires à l'humain. Donc l'ensemble des états naturels, l'environnement et aussi la sphère animale. Donc en l'occurrence sur ce concept qui n'était pas très très connu au moment où il émerge, nous avons identifié un certain nombre d'atouts sur le territoire que l'on peut exposer comme des spécificités, avec une faculté de médecine toujours en exercice depuis 800 ans, donc la plus ancienne faculté au monde, toujours en exercice. On a aussi une communauté scientifique sur la partie agronomique qui est particulièrement reconnue, un certain nombre de marqueurs du territoire, dont l'innovation. Certains nous considéraient déjà comme surdoués. Un incubateur de Montpellier qui est un incubateur public classé dans les 5 premiers mondiaux, et la mise en perspective donc de cet ADN d'innovation, certainement aussi avec la venue d'IBM et de Dell sur notre territoire, qui fait que notre tissu est plutôt il est composé de TPE et de PME, voire de nano-entreprises, comme ça a été dit tout à l'heure. Et l'idée, au travers de cette stratégie, c'est de faire en sorte de faire communauté, de structurer une dynamique qui va faire se rejoindre l'ensemble des acteurs avec comme marqueur le décloisonnement. Alors, avant d'y venir, en commentant ce visuel, encore un mot sur ce que vous nous disiez en amont et qui me semble être toute l'originalité de la démarche, qui est donc de privilégier une filière que tout à chacun, à toutes les échelles, peut se saisir, dont tout à chacun peut se saisir, y compris les villes dont nous parlait Philippe Laredo, à la différence d'autres filières comme l'aéronautique. Suivez mon regard, que les villes ne peuvent pas forcément s'approprier pour améliorer le bien-être de leurs populations respectives. Alors juste vous dire que cette initiative, elle est prise en 2020 par notre maire-président Michael Delafosse, en relation forte avec la communauté scientifique, et que l'idée vient aussi de cette thématique scientifique, de ces thématiques scientifiques qui sont enseignées à Montpellier, qui sont nourrir, protéger et soigner, avec une université qui devient une université d'excellence. Donc on rassemble 250 acteurs dans des ateliers de co-construction qui vont permettre d'identifier les ressorts de la réussite de la dynamique, qui est donc toute récente, donc c'est du partage d'expérience, avec plusieurs axes, peut-être on peut passer à la slide suivante, qui sont donc définis en commun. La communauté labellisée et l'idée de pouvoir identifier cette communauté et faire sens, avec une animation qui repose sur les structures d'accompagnement, notamment les pôles de compétitivité. Une communauté, donc vous l'avez compris, qui est constituée d'entreprises, d'enseignants et de chercheurs. L'idée de pouvoir être un accélérateur de croissance et de développement, faire en sorte donc d'identifier, d'accompagner des projets. Ça, c'est le cœur de notre mission, avec l'objectif de fixer de l'emploi sur le territoire. Le rayonnement national et mondial, qui était déjà d'ailleurs quelque chose de réel pour nombre de scientifiques de notre territoire, avec notamment des ponts très construits avec le territoire africain. La mise en perspective donc de cette ambition et de cette visibilité nationale, européenne et mondiale, avec le soutien de la région qui est cofondatrice, de la région Occitanie donc qui est cofondatrice, mais aussi de l'État, dans l'enjeu de souveraineté. Effectivement, cette démarche, elle va prendre corps en octobre 2021. On commence à réunir nos acteurs. On sort du Covid, tout juste. Et la question de la souveraineté sanitaire fait sens pour tous. Et puis, les crises géopolitiques vont nous conduire à la question de la souveraineté énergétique et la souveraineté alimentaire. Et ce contexte a certainement favorisé l'adhésion et l'engouement pour cette dynamique. Donc, je vais venir à votre question. Du coup, l'ADN innovation sur le territoire, on l'a dit, et ville et territoire démonstratif. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans notre démarche, les acteurs nous ont sollicité pour savoir en quoi nous pouvions les accompagner pour être, en tant qu'employeur par exemple, exemplaires en santé globale, comment nous pouvions les aider, donc en l'occurrence notamment sur les politiques RSE et toute une série d'actions qui vont être mises en perspective,
mais aussi nous ont dit quelle est, selon vous, la capacité à agir de grandes institutions, des universités, des hôpitaux et de la ville et de la métropole. Et ce qui fait sens dans ce projet, la chance que nous avons, qui est une spécificité effectivement, c'est que en santé globale, une métropole et une ville sont déjà dotées de compétences. La gestion de la ressource en eau, la gestion de la politique alimentaire, la gestion de la santé publique, de la santé environnement, la gestion de l'agroécologie, un certain nombre de choses comme aussi, et de manière prégnante sur notre territoire, la gestion des mobilités décarbonées avec une gratuité qui va intervenir à la fin du mois de décembre pour le territoire montpelliérain. Et en l'occurrence, la possibilité finalement pour la ville et la métropole, je crois que ça a été dit tout à l'heure comme quelque chose qui manquait parfois, de concourir très directement à la stratégie de développement économique qu'elle déploie. Alors parmi les si je devais résumer l'esprit, je convoquerais un mot qui n'apparaît pas, c'est celui mais que vous repreniez dans les discussions qu'on a eues en amont, c'est celui de décloisonnement, on décloisonne. Un autre mot figure en revanche, c'est celui qui est cher au président de la région, c'est émergence, et qui traduit bien l'idée que vous êtes aux aguets, en quelque sorte. Vous essayez de repérer de manière aussi agile que possible les projets qui émergent, aussi petits soient-ils. Hein. Tout à fait. L'idée, c'est vraiment d'être visible dans cette dynamique, et notamment sur de l'endogène. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, nous avions parfois conscience de l'exemplarité et de l'excellence de nos talents, surtout par le regard extérieur. Et donc l'idée, c'est effectivement de capter et de mobiliser, voire d'aider et d'accompagner à accélérer certains projets. Il peut y avoir des choses qui sont particulièrement innovantes, qui sont petites au départ et qui, grâce à la communauté qui est constituée, vont grandir. Je vais prendre l'exemple d'une jeune dame qui, dans son parcours d'agronome, a créé des petits produits surnutritifs pour ses deux grands-pères qui étaient malades et qui va constituer une société pour produire ces compléments alimentaires et qui, adossé au groupe Bastide, est en train de prendre son envol. Voilà, des choses qui vont croiser aussi les regards. Vous disiez décloisonner, c'est aussi de la pluridisciplinarité et c'est de la transdisciplinarité, comme disent nos scientifiques, parce qu'on va aller chercher le métier d'entrepreneur, le métier de scientifique, le métier aussi d'acteur, on va dire, dans les grandes institutions, les administrations, et bien sûr le rôle du politique. Alors, je dois à la vérité de dire que quand j'évoquais des moutons à 5 pattes, je pensais à vous. Vous avez le droit de protester. Je sais que certains intervenants protestent en disant ben non, un mouton à 5 pattes, c'est soit une déformation génétique, soit une erreur, un échec expérimental. Mais il y a quand même un peu de cela chez vous, dans la mesure, non pas de l'erreur, mais de cette pluralité, capacité à parler plusieurs langues. Vos interlocuteurs, ce sont donc des représentants de l'État, d'autres collectivités, des citoyens, des start-upers, etc. Comment vous faites ? Qui êtes-vous, Christelle Sellier ? On va dire une actrice de la transversalité. Voilà, c'est ce qui conduit mon parcours professionnel avec, on va dire, la conduite de projets complexes. Et sur ce dossier, une autre de mes collègues, qui n'est plus pour l'instant dans le binôme que nous avons constitué, était particulièrement aguerrie sur la question de l'emploi et de l'économie. Et en quelque sorte, notre duo était complémentaire, il est en train d'être reconstitué. Donc du coup, les connaissances n'ont pas forcément été indispensables. Et j'ai beaucoup appris en découvrant le monde scientifique, son organisation et effectivement un certain nombre d'enjeux, comme le temps passé des chercheurs pour produire la réponse à l'appel à projet. Voilà, il y a un certain nombre d'éléments qui ont été comme ça aussi des découvertes pour moi, un monde économique. Mais en fait, l'idée, c'est, à mon niveau en tout cas, l'animation de cette stratégie et donc faire de la transversalité au quotidien, mettre en relation des acteurs et faire en sorte que, quel que soit leur langage, puisque chacun effectivement a son langage, sa culture, faire que la santé globale les rapproche. Voilà un petit peu la dynamique et sa construction. Avant de poursuivre le tour de table, quand même un mot sur cette notion de fabrique. Il faut des moutons à 5 pattes, mais il faut aussi des dispositifs qui permettent à ces acteurs de se rencontrer de manière plus ou moins formelle, informelle. Je vois que voilà, vous acquiescez. Tout à fait. Alors en l'occurrence, comme nous sommes en petit nombre, moi je fais appel aux ressources des collègues
de la métropole et de la ville, mais aussi de la région, des agences de développement, dont celle de la région, et un certain nombre donc d'acteurs qui sont déjà au contact du monde entrepreneurial et du monde de la recherche, la SAT, les pôles de compétitivité. Et nous avons dans notre plan 30 actions, dont une qui est celle de l'animation de la communauté, et nous faisons confiance et nous confions au pôle de compétitivité. Il y en a 4 sur les compétences et les filières alimentation, santé et environnement pour animer la communauté. Alors, ce sont des after-work avec des thématiques. Et donc, eux mobilisent leur écosystème, nous mobilisons l'ensemble de la communauté et nous nous rejoignons. Souvent, dans ces temps-là, il y a d'abord quelques exemples, mais le moment le plus apprécié est le moment de networking, c'est-à-dire le temps de convivialité où les gens se croisent. Et effectivement, comme vous l'avez justement dit tout à l'heure, où la relation interpersonnelle est majeure. Vous ne l'avez pas remarqué peut-être mais Florence Pelot-Lavigne vous écoute très très attentivement. Vous nous direz ce que vous a inspiré ce témoignage, mais on va poursuivre préalablement le tour de table avec un autre mouton à 5 pattes qui ne proteste pas, qui est un universitaire, professeur à l'université Bourgogne-Franche-Comté, mais également à sa façon un entrepreneur, au sens où le définissait Nadine tout à l'heure, me semble-t-il, à lui d'en juger, à vous aussi de protester si je fais un mauvais usage, mais vous êtes venu, Olivier Lallegan, pour nous témoigner d'un double dispositif qui a été mis en place, dont je vous laisse le soin de nous rappeler la genèse. C'est ce village ressources apprenant international, acronyme vrai, VRAI, c'est joli, et porté dans le cadre du campus des métiers et des qualifications. Alors, tout ça, en tout cas le second est un dispositif porté par l'État, promu par l'État, mais c'est aussi un concours de circonstances qui vous a fait participer à cette aventure et en y créant notamment ce village ressources apprenant international. Est-ce que vous pouvez nous rappeler la genèse de tout ça et la vocation de ces deux institutions telles que vous les avez fait vivre en Bourgogne-Franche-Comté? Bonjour à toutes et tous, merci pour l'équipe IHEST de l'invitation. C'est bon, ça va? Oui, oui. Auditeur, hein, d'où la salutation à l'ancien auditeur aussi. Merci également de l'accueil à la région Platte-Loire. Un petit préambule, déjà, j'aimerais simplement prévenir de mon intervention un peu candide et un brin provocatrice. Déjà, alors, quand on vient au séminaire IHEST, bon, on discute ensemble et puis on dit, bon, ben voilà, on va parler de ça. Et puis ce matin, avec tous les échanges, je dis, non, je ne peux pas commencer comme ça. Et je me suis rendu compte, j'ai enfin compris quelque chose, grâce aux échanges d'intervention, que l'expression l'attractivité territoriale me gênait profondément. Pour 2 raisons. Première, en simplifiant, première image, imaginez l'Hexagone, c'est un gros gâteau, chaque région est attractive, c'est moi qui suis attractive, non, c'est moi qui suis plus attractive, non, c'est moi, etc. Chacun veut le plus gros morceau du gâteau, c'est de la compétition. Rien n'y changer, à partir du moment où on parlait d'attractivité, c'est de la compétition. Deuxième image, j'habite en Val-de-Loire, à Orléans par exemple, je lis l'attractivité du territoire, et moi, j'habite ici, je compte pour du beurre. Voilà les 2 images que ça m'évoque. Et je caricature hein, évidemment, mais c'est assez guerrier quand même, hein. C'est un peu le Moyen-Âge. Et je ne m'étonne pas de la réaction tout à l'heure de notre collègue du Grand Est. Bon. Mais ceci étant dit, donc je vais défendre une valeur qui pour moi, c'est l'humilité. C'est super important. Et c'est une valeur qui est trop oubliée. Et ce que j'aimerais dire, c'est que l'attractivité donc territoriale, déjà, ça pose un espèce de paysage compétitif. À partir du moment où vous parlez de ça, ça y est, tout le monde est en mode « Ok, on est en compète ». Vous pouvez expliquer ce que vous voulez, c'est de la compétition. Et ça vient de notre système éducatif. Hein. On est dans une société avec un système éducatif très descendant. Vous mettez une classe, des élèves, vous les notez.
c'est de la compétition. Vous pouvez faire ce que vous voulez, changer les notes avec des couleurs, etc. C'est de la compétition. Les meilleurs auront les meilleures places dans la vie, etc. Les moins bons, ils seront catalogués. Toi, t'es pas bon, tu vas aller à l'usine, tu vas travailler patati patata. Alors, ce que je dis, c'est pas péjoratif, hein, parce que moi, j'ai une famille qui est dans ce cas-là. Tous on a vécu, enfin, beaucoup ont vécu des traumatismes pendant leur scolarité. Moi, j'en fais partie. Tant mieux pour moi, je m'en suis bien sorti. Mais bon, peu importe. C'est pas ça le sujet, mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, il faut faire attention aux termes qu'on emploie. Et l'état d'esprit, la posture, c'est super important. Donc il y a quelques années, c'était en 2015, j'ai pris la direction de l'IUT, et moi j'ai affiché tout de suite, d'emblée, mes convictions. Je voulais permettre aux jeunes de développer du projet à côté de leurs études. Je voulais pas que ça tombe dans le diplôme, je voulais pas que ça soit... parce que c'est un IUT, hein, donc je suis du Creusot, c'est un petit IUT de 700 étudiants, c'est attaché à l'Université de Bourgogne. Donc la ville, il y a 20 000 habitants. Et donc je voulais permettre aux jeunes de développer une idée, un petit projet, mais encore une fois en dehors du système scolaire, parce qu'à partir du moment où vous dites, tu auras une petite note, ça y est, c'est barré, c'est fichu, quoi, parce que tout de suite, ils vont être dans la compétition. Et moi, je voulais quelque chose où les jeunes soient en mode collaboratif, échange, sans petite guéguerre, entre guillemets, entre ces jeunes. Donc on a commencé par ça, et puis après on a été obligé de créer un diplôme, juste un DU, parce que quand vous voulez créer du contenu, entre guillemets, pour accueillir des étudiants, vous êtes obligé de créer un diplôme, c'est comme ça, c'est l'université, c'est l'État. Et puis on a créé comme ça un cursus de Bac plus 1, Bac plus 3 jusqu'à la licence professionnelle. Et donc on était obligé de tomber dans des cases, hein, un concours défendant, mais c'était comme ça. Et ça nous a permis donc d'accueillir des jeunes en mode projet. L'idée c'était 100% odeur projet. C'est-à-dire qu'on accueillait des jeunes avec ou sans idée. Alors souvent ce sont des jeunes qui étaient un petit peu en perdition, hein, qui ne savaient pas quoi faire, parce que évidemment tous les bons, entre guillemets, ils se plaisent dans le système classique, hein, on leur donne un contenu, ils ont les bonnes notes, tout va bien, ils passent à l'étage suivant, puis ainsi de suite. Donc eux, pas de souci. Et c'est pas eux qu'on accueillait malheureusement, hein, parce qu'eux, ils auraient pu être aussi moteurs, quoi. Du coup, on avait des jeunes qui étaient un peu dans l'attente, qui avaient quand même des idées, des envies. Certains avaient quand même des projets bien déterminés, enfin déjà bien aboutis dans leur tête. Et voilà, on a essayé de les accompagner, mais pas tout seul. Hein. Mon idée, moi, c'était que ces jeunes, ils soient à l'interface entre le monde éducatif et le monde socio-économique. Et je voulais que ça soit horizontal. Alors qu'est-ce que ça veut dire horizontal ? Je ne voulais pas que ça soit descendant. Si j'invite un chef d'entreprise, je ne veux pas qu'il vienne avec sa casquette, c'est moi le chef, c'est moi le mentor, je vais te dire ce que tu vas faire, comment tu vas penser, etc. Non, je voulais, voilà, il y a un échange, tiens, qu'est-ce que tu fais, etc. Petite anecdote, une fois j'ai rencontré quelqu'un d'Alstom, un ingénieur Alstom. On parlait de projet, il me dit, vous avez des jeunes qui veulent faire du projet, il faut nous les envoyer. Je lui dis, non, ça ne marche pas comme ça. Vous avez des projets, vous venez les expliquer aux jeunes, et les jeunes, ils vont vous dire ce qu'ils ont envie de faire, leur projet, etc. Et si vous vous entendez, vous travaillez ensemble. Voilà comment on a expliqué progressivement tout ce qu'on faisait, enfin ce que l'on faisait dans le cursus. Donc ça nous a permis d'avoir un petit prix national du PEPS, c'est Passion Enseignement Pédagogique dans le supérieur, c'est un prix donc remis par la ministre, donc ça nous a permis d'avoir un peu d'assises. Et de reconnaissance, de visibilité, je veux dire. Tout à fait, c'était en 2018. Ensuite, en même temps, on a créé le campus des métiers de l'industrie, au Creusot, avec le rectorat, qui a été d'une grande aide, qui nous a donné un poste pour animer ce campus. Et on a tout de suite répondu à un appel à projet dédié, spécifique au CMQ, grâce à la Caisse des dépôts, que je remercie. Parce qu'on a décroché un PIA de 2 millions d'euros quand même pour créer un village ressources apprendre international, c'est un tiers-lieu. Quelle vocation a été sémée, mais l'idée c'était d'expanser ce qu'on avait fait, quoi, avec les valeurs qui se résument en une seule, quoi, l'humilité, entre guillemets, c'est-à-dire on accueille plein de gens, on essaie de faire l'interaction, des échanges, et que les projets soient discutés. Alors, il y avait des projets individuels, des projets aussi collectifs, avec des entreprises. Par exemple,
une problématique toute bête, le vrac. Il y avait Leclerc, il y avait un fabricant de grands sacs d'emballage, il y avait un petit point de vente, le Pôle Gourmand, le point de bio, et puis il y avait des jeunes qui échangeaient avec ces personnes-là. Et un acteur majeur qui nous a beaucoup aidé dans le développement, c'est Michelin. Michelin était, dès le départ, on a développé un partenariat avec eux, parce qu'en fait, ils sont venus nous voir et ils nous disent, tiens, est-ce qu'on peut accueillir des stagiaires ou des alternants? Je dis, ouais, pourquoi pas, mais on peut essayer de développer aussi une autre modalité, parce que les stagiaires, ils sont à l'université, puis après, ils sont en entreprise. Après, ils reviennent. Conclusion, il n'y a pas d'échange. Alternance, c'est un petit peu mieux, mais c'est pas la panacée non plus. Moi, ce que je voulais, c'était que les entreprises viennent et puis que nous, on aille dans l'entreprise. Visite d'entreprise, les entreprises nous disent, non, c'est pas la peine. Visite d'entreprise, ok, si il y a un accompagnement dans la durée, enfin une relation dans la durée. Et la durée, c'est un autre terme super important. La durée, super important. Il faut que les contacts soient multiples. Ce que vous décrivez là, c'est donc bien l'esprit du village ressources, ce qui a pris la forme du village ressources apprenant international. Je note au passage donc que ce fruit d'un appel à projet a rencontré une initiative qui avait déjà émergé sur le territoire. Tout à fait. Le CMQ avec le PIAS, c'était un catalyseur. Ouais, c'est ça. Et on a évidemment aussi été à l'international, enfin à l'Europe. On a posé un projet en tant que porteur. Bon, il n'a pas été financé, mais on a participé à notre projet qui a été financé, lui, sur l'attractivité de l'université pour les jeunes défavorisés, qui est toujours en cours. Voilà. Et une petite parenthèse, parce qu'on a parlé d'appel à projet. Il y a quelque chose. Alors moi à la base, je suis contre les appels à projet aussi, mais vu qu'il y a des appels à projet et qu'ils ne vont pas disparaître, il y a quand même un côté positif. C'est que quand vous répondez à l'appel à projet et que votre projet est sélectionné, eh ben, il influence la politique après. Et nous, on l'a constaté quand on a eu le PEPS, le prix national en pédagogie, on a retrouvé des idées dans l'appel à projet pour les CMQ. Parce que les CMQ, l'État voulait vraiment que le CMQ incarne l'innovation pédagogique. Là, ça a été, je me dis, les appels à projet, c'est super. Il faut mettre des idées. Ce qu'on a envie de faire, il faut le mettre dans les appels à projet, même si ça paraît incongru par rapport au texte actuel, non, je mélange avec l'anglais. Et du coup, ça influe les appels à projets futurs. Voilà, c'est le seul conseil que je peux donner, parce qu'on n'arrivera jamais à démonter ce système. Enfin, en tout cas, il faut composer avec. Ouais. Une remarque et une question. La remarque, vous ne l'avez pas rappelé, je le fais sous votre contrôle. Ce que vous m'avez dit, c'est que vous avez placé la barre très haut dans votre vision, manière de renouveler, d'innover au plan pédagogique, en réinsufflant des principes du travail de thèse. Vous êtes un universitaire, vous avez fait une thèse, et vous êtes parti du principe que l'esprit du travail de thèse pourrait finalement insuffler des démarches pédagogiques, y compris pour des élèves en licence, etc. Tout à fait. Alors, le travail de thèse, plus de, voilà. Pour moi, le travail de thèse, c'était un cheminement, c'est un aboutissement, parce que ça arrive très tard. Et c'est dommage. Parce que pour moi, le cursus, c'est un cursus universitaire, enfin scolaire universitaire, c'est tout un cheminement. L'individu se développe en interaction avec les autres, mais dans une ambiance bienveillante. Et s'il y a une compétition, ça peut pas arriver. C'est pour ça que chaque cursus doit être personnel, et c'est pour ça que l'État, d'ailleurs, a essayé dans les universités de différencier les cursus, afin de tendre vers ça. Et ça, c'est vraiment magique. Après, il faudrait que ça soit fait dès le départ. Et il y a quand même des choses qu'il faut savoir. Enfin, je pense que tout enseignant devrait savoir. C'est qu'on a des neurones miroirs. Je ne sais pas si vous connaissez. Je pense que certains d'entre vous savent ce que c'est. Les neurones miroirs, c'était découvert dans les années 90 par une équipe d'Italiens, chercheurs italiens. C'est le mécanisme de mimétisme, si vous voulez, d'appropriation de ce que font les autres, de ce que pensent les autres, et ainsi de suite. Alors, c'est pas aussi simple que ça, mais c'est quand même quelque chose de très, très puissant pour l'apprentissage. Le compagnonnage, par exemple, quand l'artisan, le sculpteur de pierre apprend à son apprenti à sculpter la pierre, l'apprenti, il ne fait pas du copier-coller, il s'approprie le mouvement. Et ça, c'est grâce à ces neurones miroirs.
Ça passe par plein de sens. Et donc la pédagogie, c'est aussi savoir mettre en œuvre ce mécanisme-là. Et quand on dit aux étudiants copie pas sur ton voisin, bah, évidemment, on inhibe un pouvoir fabuleux qui sont les neurones miroirs. Avant d'entendre comment Florence Pelot-Lavigne, mais également Christelle Sellier réagir, etc., une question, est-ce que le village ressources apprenants international aurait pu voir le jour en région Centre-Val de Loire ou à Montpellier, au vu du contexte qui nous en a été décrit? Ah, tout à fait. Je pense que... sans nécessité de vous cloner pour reproduire, non. Pour moi, en fait, c'est comme l'histoire du cheminement, quoi. Quand vous démarrez un projet, il dépend des interactions. Le CMQ, pour moi, un CMQ, le campus des métiers et qualifications, c'est un outil d'interaction, développer des interactions. Vous avez souvent un personnel qui est financé par le rectorat qui vous permet d'aller chercher des contacts, de faire du réseau. Et ça, c'est un outil formidable. Et je pense que chaque projet doit se teinter de son territoire, en fait, doit se développer en harmonie avec son territoire. Et c'est le sens des interactions, c'est le sens des rencontres. Et là, l'assemblée, voilà, c'est une assemblée de gens qui interagissent. Et c'est inspirant, c'est formidable. J'avais en fait une autre question, je me borne à la formuler, et Florence Pelot-Lavigne prend le micro, réagit, mais c'est de savoir, malheureusement cette question est en train de m'échapper, eh bien elle reviendra plus tard, voilà, pardon, tout à fait. Voilà, tout à fait. Florence Pelot-Lavigne. Merci de réactions effectivement aux présentations, aux exposés qui ont été faits. Moi, quand on dit l'attractivité, c'est de la compétition. Moi, ce que j'entends, c'est que c'est aussi de la mise en synergie, c'est aussi de la coopération, c'est aussi des interactions. Et dans les deux exemples qui ont été présentés, on voit que le travail a porté sur une mise en réseau, d'identifier l'ensemble des forces en présence pour pouvoir porter ensemble une action. C'est la façon dont on travaille aussi sur les territoires, considérant qu'effectivement on doit faire travailler ensemble des acteurs économiques, des acteurs universitaires, des acteurs de la santé, des acteurs culturels. Donc le travail qui est mis en œuvre au niveau de la région, c'est d'avoir des dispositifs de mécanismes de contractualisation avec les territoires, où on fait un diagnostic à l'échelle d'un bassin de vie et ensuite on contractualise à l'échelle des EPCI. On parlait tout à l'heure de la force des territoires, c'est effectivement là que les choses se mettent en place, et pour ensuite faire travailler ensemble l'ensemble des acteurs qui existent sur un bassin de vie. C'est ce qu'on fait aussi en matière d'enseignement supérieur. On a élaboré un SRESRI, un schéma régional qu'on souhaite décliner maintenant en SLESRI, avec des schémas locaux, de façon à ce qu'on puisse travailler avec l'ensemble des acteurs à l'échelle d'un bassin de vie sur la promotion aussi de l'offre et de l'accompagnement à la vie étudiante. C'est ce qu'on fait en matière de santé, lorsque l'on crée des résidences pro-santé, on est là aussi d'un appel à projet où on invite les territoires à travailler avec nous pour créer des résidences étudiantes plutôt dédiées aux professionnels de la santé, de façon à créer des communautés d'étudiants qui vont devenir des communautés de vie demain, et à inviter ces personnels, ces étudiants en santé à s'installer sur le territoire. Donc voilà, moi je crois énormément à cette capacité de mise en réseau, de travail ensemble et à l'échelle d'un bassin de vie, parce que c'est là où se jouent les choses. Et puis le deuxième élément que je retiens de nos échanges, c'est la force de l'innovation. Voilà, nos territoires ont besoin de se réinventer, ont besoin de se projeter, on a besoin de porter les territoires et de montrer à nos habitants la capacité d'avenir qu'ont nos territoires, la capacité de projection. Et ces innovations, effectivement, elles doivent trouver du sens sur le territoire, elles doivent être identifiées, accompagnées, suscitées, et elles portent sur l'ensemble des éléments. Ce sont des innovations en matière économique, mais ce sont aussi des innovations en matière de
en matière sociale, en matière culturelle. Et là aussi, effectivement, la région développe un certain nombre de dispositifs et d'appels à projets pour susciter ces innovations. On a notamment un petit dispositif, mais qui est emblématique, qui s'appelle le dispositif À vos idées, qui consiste à mettre à disposition, dans l'ensemble de nos contrats, d'une enveloppe pour accompagner des projets émergents qui portent des innovations sociales et sociétales et qui vont ensuite faire un bout de chemin. Voilà, et je crois énormément aussi à la capacité d'innovation sur les territoires. Allez, encore un mot sur l'intérêt, le sens qu'il y aurait pour une région comme la vôtre à essayer non pas de cloner mais de transposer ou d'adapter ce type de dispositif, puisque c'est de lui dont on parlait, le village ressources apprenant international, c'est-à-dire innover oui, mais en regardant ce qui se fait dans les autres régions. Voilà. Bien sûr, le benchmark, le travail en réseau au niveau de l'ensemble des régions et avec l'ensemble des collectivités est essentiel. Il y a des bonnes idées partout. Après, il faut qu'elles trouvent leur pertinence sur le territoire à partir d'un réseau d'acteurs qui est celui qui est spécifique à chacun des territoires. Donc on peut reproduire des démarches, on ne peut pas, je pense, plaquer totalement des dispositifs d'un territoire sur un autre. Il faut que ça trouve du sens par rapport au réseau à mobiliser. Et des hommes et des femmes qui les incarnent. Ma question est revenue, je la formule, mais je laisserai d'abord Christelle y répondre. Ma question, c'était, on a bien entendu vos réserves par rapport à la notion d'attractivité, mais comment vous réagiriez-vous et comment avez-vous éventuellement réagi au fait que le village ressources apprenant international, que vous avez donc contribué à faire vivre, soit affiché par votre région comme un élément de son attractivité? Vous avez quelques secondes pour y réfléchir. Auparavant... Oui, vous nous demandiez tout à l'heure si ce type d'initiative pourrait prendre vie sur d'autres territoires. Je pense que oui, mais avec effectivement une adéquation avec la spécificité du territoire. Tout à l'heure, je pense que votre président disait qu'il était utile de faire connaître le territoire et ses entreprises aux jeunes. Et moi, je crois beaucoup à faire entrer les jeunes dans l'entreprise, et aussi, bien sûr, toutes les structures agricoles, parce qu'on aura besoin de ces forces-là. Et souvent, le jeune est déconnecté de la réalité de son territoire, de la réalité économique. Il y a certaines creusets pour faire que les talents grandissent sur nos territoires aussi. Olivier, vous pouvez répondre à ma question, mais aussi nous dire ce que vous ont inspiré les témoignages qui ont précédé le vôtre. Sur l'attractivité, ma question, c'est ça, vous voulez que j'en rappelle oui, c'est comment réagissez-vous au fait que ce dispositif du village ait été affiché par votre région comme un élément de son attractivité, alors que vous êtes plutôt réservé sur cette notion? Alors, je sais que vous aviez compris ma question. Je vais repréciser, je suis désolé, je n'ai pas été bien clair. Ce que je veux dire, attractivité territoriale, moi j'aurais remplacé par exemple région vertueuse ou quelque chose comme ça. Première expression qui me vient à l'idée. C'est-à-dire un langage neutre, pour valoriser aussi bien ceux qui sont là que ceux qui vont venir. C'était dans ce sens-là. Et ne pas avoir un mot un peu péjoratif du point de vue de la compétition. Encore une fois, je rappelle les événements, enfin les échanges qu'il y a eu tout à l'heure où il y avait des petites tensions quand même. Maintenant, l'attractivité tant mieux. Tant mieux. En fait, c'est pas si évident que ça, parce qu'il faut se battre. D'ailleurs, on a eu l'aide du rectorat, parce que même en local, on était boudés, quoi. Parce qu'à un moment donné, j'ai proposé des choses qui étaient trop, entre guillemets, décalées par rapport à la politique qui était menée dans la ville, dans la communauté. Bon, je vais dire clairement ce que c'était. La ville du Creusot, enfin la communauté Creusot-Monceau a décidé de créer un technopolitain, c'est-à-dire un incubateur, en accueillant également un laboratoire de recherche, dont je fais partie, une école d'ingénieurs, dont je fais partie, un Fab Lab, une plateforme technologique, et tout ça dans le même bâtiment avec donc des entreprises incubées. Et c'était à côté d'un lycée qui a été abandonné parce que les deux lycées ont fusionné dans un autre bâtiment. Et il y avait de magnifiques salles vides. Je leur dis, mais
écoutez, nous avec le CNQ, on aimerait bien se mettre là, au moins un étage, 4 grandes salles, on accueille plein de jeunes de primaire, du collège, du lycée, on les fait collaborer sur des petits projets en lien avec les élèves ingénieurs, les entreprises, etc. On les fait visiter également le lieu. Comme émulation, on ne pouvait pas rêver mieux, quoi. Silence radio pendant 3 ans. Voilà. Bon, du coup, c'est tombé à l'eau. Voilà. Du coup, une prise de distance par rapport Alors moi, j'ai tourné la page de tout ça. Hein. Je ne m'en occupe plus. Hein. J'ai laissé le projet, j'ai laissé le PIA, j'ai laissé le CNQ à des personnes qui ont pris la suite. Sans exclure de vous réinscrire dans ce type de démarche innovante. Si les circonstances se présentent. Alors, vous êtes venu, j'ai oublié que vous étiez venu, vous aussi, avec un visuel, mais qui se résume à une citation, alors qu'on va projeter, que je vous laisserai le soin, avant de prendre vraiment les questions de la salle, le soin de commenter, de justifier. Le suspense, là, je sens, est intenable, mais... Alors, encore plus, si je me trompe de... Voilà. Alors, en fait, c'est la juxtaposition de 2 citations. Une dont on ne connaît pas l'auteur, c'est anonyme, c'était mai 68, « Soyez réaliste, demandez le possible ». Et puis l'autre, c'est tout simplement le slogan de notre village, « Tous ressources, tous apprenants », parce qu'on peut apprendre et on peut donner aux uns et aux autres. On peut apprendre des uns et des autres et donner aux uns et aux autres, tout simplement, mais à condition d'être dans une posture, entre guillemets, horizontale. C'est-à-dire que si vous venez avec un piédestal pour parler aux gens, c'est râpé, quoi. Donc, et c'est super enrichissant, c'est formidable quand vous parlez comme ça avec des entreprises, avec des tas d'acteurs. Voilà, c'est l'idéal. Je propose que nous gardions ces citations, que nous parlions sous le haut patronage de ces citations au moment de prendre les questions de la salle. Donc vous connaissez maintenant le principe. Voilà, parfait. Merci Lucie. Bonjour, Florent Montier, vice-président de la métropole, en charge notamment de la recherche, de l'enseignement supérieur, de l'innovation et du transfert de compétences. Donc juste deux remarques. D'abord, la première, c'est que je trouve très intéressant ces 2 tables rondes, c'est-à-dire celle d'abord avec les chercheurs et ensuite avec les acteurs de territoire pour voir en quelque sorte les dissonances et les consonances. On parle beaucoup d'attractivité puisque c'est l'objectif de ces 2 journées. On a parlé aussi beaucoup de marketing territorial. Je pense qu'en fait, il ne faut pas qu'il y ait de caricature sur la façon dont on peut évoquer la notion de marketing territorial et la vision des politiques par rapport aux chercheurs et aux universitaires. Parce que tout ça est très complémentaire. Je pense que très concrètement, la vision du politique par rapport à cela, quelle est-elle? C'est d'abord de tirer la quintessence d'un territoire, la substantifique moelle par rapport à la fois à sa géographie, à son histoire, à son patrimoine. Nous ne sommes pas à Montpellier, nous n'avons pas la Méditerranée, nous n'avons pas la plus vieille, et c'est la réalité, université et faculté de médecine dans le monde, même si on a eu Ambroise Paré à Orléans, mais toujours est-il qu'on ne va pas jouer dans la cour de Montpellier. Pas plus d'ailleurs que dans le domaine du spatial pour pouvoir rivaliser avec Toulouse. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est de savoir justement ce que l'on en fait. Je prends un exemple. Nous, notre géographie, c'est quoi? C'est d'abord, par exemple, la Loire. La Loire, c'est vraiment ce qui incarne notre région centre-Val-de-Loire, ma chère Anne. Et tout le monde le sait. Et finalement, ce sont des choses aussi diverses qui peuvent finalement être générées par le facteur Loire. Je vais prendre 4 exemples. Dans le domaine alimentaire, c'est le vinaigre. Ça peut paraître incongru, mais il n'empêche que c'est quelque chose d'important et vous verrez dans les années à venir le développement de ce facteur sur notre région. La deuxième chose, c'est le nucléaire, qui n'a strictement rien à voir. Mais sans la Loire, il n'y a pas de nucléaire sur notre territoire. Troisième facteur, c'est dans le domaine du tourisme et culture, c'est la Loire à vélo, qui aujourd'hui se développe de façon considérable. Voilà. Il y a encore d'autres exemples que je pourrais donner. Alors, sur le plan géographique, c'est plus la Loire, c'est le fait que nous sommes à carrefour central, centre Val-de-Loire. Le quatrième. Mais alors, quatrième, il n'est pas lié à la Loire, il est lié à notre position centrale. La logistique qui draine énormément, des dizaines de milliers d'emplois. On est après Roissy-Charles de Gaulle, l'un des plus grands pôles logistiques de France. Ça nous permet d'avoir la possibilité d'avoir aussi bien des emplois peu qualifiés qu'à l'inverse, de l'autre côté, dans le nucléaire ou dans la cosmétique vallée,
d'avoir des emplois extrêmement qualifiés. On n'a pas besoin de multiplier les centres d'appel, on n'a pas besoin d'avoir un taux de chômage extrêmement élevé pour avoir... Non, on répond à toutes les typologies de population, les plus modestes, les moins qualifiés, avec les plus élevés, les plus qualifiés. Donc c'est la force d'un territoire de savoir, en fait, utiliser justement cette énergie. La cosmétique, c'est un pôle de compétitivité. Je rejoins ce que disait notre ami d'Astopol il y a quelques minutes. Nous, c'est une centaine de PME, en plus des grands leaders dans ce domaine. Mais c'est ensuite de travailler en résonance dans l'écosystème, par exemple avec l'Université d'Orléans, avec les laboratoires de recherche, on a Cosmétosciences. Nous, on a lancé maintenant, on a venue d'AgroParisTech à Orléans, que la métropole a décidé de faire venir et de financer. Pourquoi ? Pour passer de la science de chimie dans le domaine de la cosméto à la science du végétal. Et je termine. Oui, mais ça, excusez-moi, je suis désolé. Si je le dis, c'est parce que je pense que entre ce qu'on dit dans le domaine des chercheurs et ce qui est vécu pour les acteurs, on peut comprendre également qu'il puisse y avoir une complémentarité, qu'il faille le dire. Et je rejoins ce que disait notre ami tout à l'heure de l'Est, c'est que il faut éviter la monoactivité. Petit A, parce que il n'est pas là, mais qu'est-ce qui a fait la force puis la faiblesse de l'Est ? C'était la sidérurgie, donc une très forte monoactivité qui s'est étiolée et qui s'est effondrée. Et aujourd'hui, on voit comment l'Est est en train de ressurgir, etc. Mais c'est la même chose. J'ai bien apprécié l'allusion sur les bouchons de liège, mais enfin, quand bientôt on boira plus de vin en France, puisque c'est maintenant la bière qui prend le pas, arrivera un moment où il se sent plus. Voilà ce que je veux dire. Pas de monoactivité et de la diversification. L'intelligence, c'est l'art de s'adapter. La seule chose dans le marketing territorial, ce serait l'erreur, ce serait de n'avoir qu'une seule activité, de se focaliser sur cette activité, ce serait la perte du territoire à terme. Voilà ce que je voulais préciser. Sous les applaudissements du public, parce que c'est un véritable travail de synthèse, au fond, que vous avez fait. De fait, hein. Merci. Et vous avez très justement dit souligné la complémentarité entre le monde académique et les acteurs du territoire. Et ces deux tables rondes l'illustrent en hybridant. Nous avons ici un universitaire, etc. Parmi les éléments à valoriser autour de la Loire, vous avez oublié le Parlement de la Loire. Mais bon, on ne peut pas tout dire. Cela dit, on va prendre la question, j'en aurai une, vous pourrez y répondre tout à l'heure, Christelle, on privilégiera la question, mais en évoquant la santé, vous suggérez l'idée qu'on a évoquée dans nos discussions préparatoires, à savoir que le périmètre de vos actions déborde largement celui de la métropole et même de la région Occitanie et ne vous empêche pas de nouer des partenariats avec d'autres écosystèmes et pourquoi pas, là, profiter de cette session pour nouer un partenariat avec la région Centre-Val de Loire. Vous pourrez réagir, on voit que vous abondez. Messieurs. Donc Francis Garrido, je suis du BRGM, je suis directeur de la partie eau et environnement, et je suis un ancien étudiant de la Bourgogne, et du coup ça me donne une transition pour les deux, mais je suis aussi un jeune auditeur de l'IHESC, puisque je fais partie de la promo de cette année. Donc voilà, toutes les cases, voilà. Et j'étais à Montpellier la semaine dernière, voilà, donc comme ça. Au-delà de ça, dans la formation IHESC, on a appris à dialoguer, à interagir par des controverses, et puis on a un thème, c'est la démarche scientifique pour aborder la question des territoires. Et je trouve qu'on a peu parlé des différentes échelles territoriales parce que ça dépend de à quelle échelle on se trouve. Et même si alors j'ai apprécié quand même quand vous disiez qu'il y avait quand même une forme de compétition, parce que quoi qu'on dise, on a un basculement quand même, qu'on soit dans le monde de la recherche ou dans le monde des collectivités, quand on veut faire des choses, il faut souvent répondre à des appels pour obtenir des financements. On a des objectifs communs, je signale ça, alors c'est pas mon domaine premier, mais comme à l'IHESC, on nous apprend aussi à nous exprimer, y compris sur des sujets où on connaît rien, donc je vais en relisser un. C'est pour... Non mais c'est vrai, c'est vrai, mais avec une démarche scientifique. Je prends un exemple. On sait qu'on a des enjeux de santé et on a ce problème-là dans le territoire régional comme dans d'autres régions. Quand bien même on a un objectif commun à atteindre vraiment collectivement,
je ne suis pas spécialiste de ça, mais je pense que il y a quand même des formes de compétition qui s'installent entre les métropoles pour savoir qui et comment on développe ça et comment on multiplie les choses au niveau territorial. Simplement, en exemple, Orléans, ça s'est concrétisé, mais quand même, ça n'a pas été une histoire quand même facile et simple pour arriver à avoir des formations de santé sur les deux métropoles, Orléans et Tours. Ça, c'est un petit aparté qui n'a rien à voir avec le Berghem. Mais du coup, je voulais vous interpeller quand même sur la notion justement d'échelle, parce que comment on... Alors, ça a été dit, mais je pense que moi, j'aimerais bien insister pour ne pas donner simplement une mission de compétition liée aux attractivités, parce qu'on a des objectifs communs nationaux, qui sont les changements planétaires, les ressources, voilà. Et est-ce que vous pourriez préciser, au-delà du partage des expériences que vous avez entre régions, comment on décline une politique nationale et une politique territoriale et comment ça s'alimente entre les différentes échelles? Alors, une question adressée à nos trois intervenants, sans oublier celle que j'adressais plus spécifiquement à Christelle Cellier sur l'intérêt d'élargir le périmètre à d'autres écosystèmes. Ça rejoint votre question, me semble-t-il. Alors effectivement, donc, sur la partie du périmètre, donc, nous étions au départ centrés plutôt sur la territorialité de la métropole, mais cette métropole, elle travaille au sein d'un bassin de vie qui est plus large que ses limites territoriales. Notre maire président, M. Delafosse, a fait le choix d'entrer en relation, en coopération territoriale avec l'ensemble des intercommunalités voisines. Et alors je vais faire un petit trait d'union avec ce qui a été dit tout à l'heure et ce que vous venez d'exprimer, c'est-à-dire nous ne sommes pas effectivement sur quelque chose qui est monothématique. On a identifié plusieurs filières stratégiques et notamment les industries culturelles et créatives pour raisonner avec ce que vous disiez tout à l'heure, Philippe. Et donc, en l'occurrence, on est embarqué dans une candidature pour devenir capitale européenne de la culture, ce qui nous a conduit à travailler en relation avec nos territoires limitrophes, mais pas que, on travaille aussi au-delà. Donc, deux exemples, nous venons de structurer un partenariat avec la communauté de communes Rosny-Vistre-Vidourle, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est donc autour de la commune de Galargues dans le Gard. Et donc nous avons un accord de partenariat pour pouvoir partager des prospects, pour que la région bénéficie finalement de l'atterrissage d'un certain nombre d'entreprises exogènes plutôt qu'elles ne s'échappent vers d'autres territoires. Donc effectivement un petit peu de concurrence quand même quand on veut fixer de l'emploi sur le territoire. Et puis une stratégie aussi de repérage de grands marqueurs sur les sujets que l'on traite, et on est en structuration d'un partenariat avec Paris-Saclay, avec nos homologues intercommunaux, et bien sûr pour faire que, alors que c'est déjà le cas parce que certains scientifiques parfois dépendent aussi de plusieurs unités et travaillent et collaborent avec le plateau de Saclay, et donc faire en sorte que on puisse travailler en commun des actions, comme notamment faire valoir notre territoire français finalement au-delà des frontières et sur des salons internationaux par exemple. C'est un des exemples. Plateau de Saclay desservi par le TGV depuis Montpellier. Ceci pouvant expliquer cela. D'ailleurs, voilà, Florence Pelot-Labine, peut-être c'est l'occasion de nous dire dans quelle mesure vous travaillez avec les autres collectivités, dont la métropole d'Orléans, dont on a entendu un éminent représentant. Oui, bien entendu, on travaille avec tous les niveaux de collectivité et avec le niveau départemental sur un certain nombre de compétences partagées ou d'enjeux partagés, avec la strate des métropoles et des agglomérations, la strate des bassins de vie, la strate des communes. Voilà, sur le terrain culturel, ça peut être à l'échelle de la commune. Donc, en fonction du projet qui est à mettre en œuvre, effectivement, l'interlocuteur peut être à ces différents niveaux de collectivité, parce que, y compris la proximité, ça se joue dans l'échelon le plus fin
du lieu de vie et du lieu effectivement d'exercice des activités. On fait également ce travail de façon en interrégion. Voilà, donc au-delà de la région, on a un certain nombre de partenariats avec les régions voisines, que ce soit sur le champ économique, que ce soit là, on est en train de reconstituer un pôle DREAM autour de l'eau et donc sur les enjeux autour de l'eau. Et on travaille avec Grand Est et on cherche à faire des partenariats avec Occitanie. Donc, voilà, toutes les échelles ont leur pertinence. Je pense qu'il y a deux éléments à prendre en compte. C'est effectivement la nécessité d'avoir un projet qui est la colonne vertébrale, qui permet de ne pas ensuite être dans un millefeuille d'initiatives, mais bien dans une action où on va chercher la coordination plutôt que l'effet papillon qui finalement ne fait pas suffisamment levier. Donc voilà, avoir une colonne vertébrale, un projet structurant qui guide l'ensemble de l'action avec l'ensemble des niveaux. Et puis peut-être une difficulté, c'est, je me permets, c'est quand on a des orientations un peu verticales qui nous viennent du national, qui nous demandent de travailler sur certains sujets, sur des échelles qui ne sont pas les échelles sur lesquelles on travaille. Voilà, donc on commence à construire des choses avec les partenaires sur une échelle, et puis on nous dit, bah non, finalement, c'est pas à cette échelle-là qu'il faut travailler, ou finalement, les bassins de vie, on ne va pas les comprendre comme ça, on va les comprendre comme ça. Voilà, donc plus on nous laisse la capacité d'identifier quels sont les bons niveaux de coopération au niveau de nos territoires, plus on sera, je pense, efficace. Avant d'entendre Olivier Laligan réagir à son tour, juste un commentaire, c'est que ce qu'on comprend à vous entendre, c'est que cette notion de coopétition qui a été mise en valeur à l'occasion des travaux, notamment sur les districts industriels dont nous parlait Nadine, peut se vivre aussi à l'échelle d'entités aussi vastes que des régions. Olivier. Bah nous, avec les CMQ, c'est à deux niveaux, donc à le niveau du terrain, du réseau. Alors évidemment, l'essaimage est beaucoup plus laborieux, beaucoup plus difficile. Il se fait de proche en proche avec des initiatives, des projets, etc. Et puis un autre niveau où on s'associe, là ça a été le cas avec 3 autres CMQ de Bourgogne-Franche-Comté, où on essaye de monter un projet, là c'était sur l'énergie, donc ils sont en train de travailler dessus, sur la décarbonation en particulier. D'autres questions? Nous avons encore quelques minutes, n'est-ce pas, Lucie, avant de nous restaurer. Voilà. Monsieur du Césaire, si vous m'autorisez, j'ai lié votre nom, donc je me permets de vous appeler ainsi. Oui, excusez-moi, de nouveau Antonio Lorenzo, donc toujours au Césaire. J'en profite pour vous présenter Vincent Santoul, qui est notre chargé de mission à la 3e commission, et ma vice-présidente Paulette Picard, qui est aussi une artisane. Je voulais partager avec vous une réflexion sur laquelle j'aimerais avoir votre avis aussi, parce que quand on parle d'attractivité, on s'interroge beaucoup sur comment faire venir, mais en définitive, est-ce qu'il ne serait pas aussi important de s'occuper de comment garder et donc de réfléchir à quelles seraient les choses à mettre en œuvre, les leviers qu'il faut actionner pour qu'on puisse garder une activité économique, qu'on puisse garder les habitants dans un territoire, etc. Et ça veut dire des enjeux importants, des enjeux évidemment économiques, d'emploi, de logement, d'accès à la santé. Et en région Centre-Val de Loire, on sait les difficultés qui sont les nôtres en matière de santé, mais c'est aussi des enjeux de culture, les enjeux de temps libre, etc. Donc, est-ce que pour vous, en définitive, je voudrais avoir un sentiment là-dessus, est-ce que des habitants, des activités économiques, mais principalement des habitants qui sont heureux dans leur territoire, qui sont heureux dans leur région, en définitive, est-ce que c'est pas ça la vraie attractivité, et est-ce que c'est pas ça qui donne envie aux autres de venir, qui pourrait leur donner envie de venir dans notre région? Il me semble que vous êtes la preuve vivante de ce que vous cherchez à démontrer, mais je laisse les autres intervenants réagir. Oui, moi j'abonde dans ce que vous dites, évidemment. Par exemple, ce qu'on a essayé avec Michelin, c'était de faire du lien avec les salariés, pas forcément avec le numéro 2, avec qui on entretient un partenariat depuis longtemps. Et pareil avec les autres entreprises. La difficulté avec les toutes petites entreprises, c'est que eux, ils pensent qu'ils n'ont pas le temps à consacrer, alors qu'en fait, il y a un retour sur investissement, en fait. Et ce qui est important pour moi, c'est qu'il y ait une porosité entre la formation et le tissu d'entreprise.
parce que c'est pas du temps de perdu, c'est du temps de gagné pour tout le monde. Parce que ça permet aux jeunes aussi de savoir ce que c'est qu'une entreprise. Vous savez qu'il y a un dicton qui dit qu'il faut tout un village pour éduquer un enfant, c'est un dicton africain. C'est super important, et on oublie un petit peu trop nos tribus primitives, entre guillemets, parce qu'eux, ils ont un savoir-vivre qu'on a perdu. Et c'est bon d'aller un petit peu sur ces terrains-là, puis de se dire, mais tiens, mais ils vivent heureux avec pas grand-chose. Et vous savez, il y a une enquête mondiale sur le développement de l'éducation mondiale, le développement de l'école. Et c'est marrant parce qu'il y avait un encadré, il prenait une photo, une vieille dame qui allait chercher son eau, qui faisait plusieurs centaines de mètres, pour aller chercher son eau. Et on sentait toute la puissance, entre guillemets, du monde occidental qui était prête à dire, bon, allez, on va lui mettre un robinet, on va lui transformer son habitat, et puis comme ça, elle pourra s'asseoir tranquille devant sa télé, et puis développer de l'arthrose, quoi. Donc, et non, mais quand on me disait ça, on dit, waouh, mais l'école, qu'est-ce que c'est, quoi? C'est pas si simple que ça, il suffit pas de mettre une école et puis de transformer l'habitat. Non, c'est un partenariat. C'est à tous les niveaux qu'il faut faire ça, c'est un partenariat. Il ne faut pas venir avec ses grands sabots. Tiens, je vais t'apprendre comment il faut vivre, comment il faut faire, etc. C'est toujours de l'échange et à égalité, que ce soit un ouvrier, que ce soit un patron, quoi. C'est ça qui est super important. J'adorais votre présentation et l'expérience réussie en Bourgogne. Je voulais partager avec vous un échec continu que j'ai eu dans mes fonctions à l'ENS, qui est les mots sont importants. Et donc, moi je suis un affreux représentant des sciences inhumaines, mais en sciences humaines, les gens, où ils doivent faire attention, les gens utilisent beaucoup quand ils font venir des gens de l'extérieur, ils appellent ça une masterclass. Et je trouve que ça tue complètement la notion d'échange, de proximité entre celui qui sait ça, parce que c'est sa vie de tous les jours, et celui qui va faire autre chose, etc. Et donc ces mots sont fondamentalement importants. Et dans l'échec continu, j'ai essayé pendant 10 ans de présidence de ce petit machin de faire venir des industriels pour faire des cours. Et ça a été un échec absolument terrible, parce que quand on parle à des entreprises, Michelin, vous le citez, donc allons-y sur Michelin, quand on est un chimiste de Michelin, vient faire un cours en master en chimie à l'école normale supérieure, il s'effondre. Disant, mais je vais pas, non, je veux pas que tu fasses un cours de normalien, parce que ça j'en ai plein à la baraque, ni un cours de CNRS, désolé pour ceux qui sont là, ou les organismes, etc. Ça il y en a, voilà, ça il y en a des milliers. Tu viens d'expliquer ce que c'est la chimie quand on a tous les jours les gants, le machin, est-ce que voilà, etc. Et on pourrait multiplier les exemples, particulièrement aujourd'hui en termes d'informatique, où les gens, voilà, on veut pas, quand on parle de sécurité, on ne veut pas entendre un spécialiste de crypto, ça va. On veut entendre ce que ça veut dire quotidiennement sur des gens qui sont mêlés à ça, parce que c'est aussi comme ça que les jeunes vont avoir du travail, ils vont décider ce qu'ils veulent faire, etc. Et donc ça, je dois dire que dans l'enseignement supérieur d'un endroit où l'arrogance n'est pas absente, eh ben c'est très difficile à faire, et je crois qu'il y a beaucoup de publicité à faire sur ce type d'approche, donc merci infiniment de ce partage. Oui, il me semble que vous mettiez des mots autres sur ce que je disais en préambule quant à mon centre d'intérêt. Il n'écoute pas. Voilà. Il n'écoute pas. Et non, sur l'intérêt de créer les conditions de la rencontre entre des formes de savoir, sans les niveler pour autant, hein, mais des savoirs académiques, universitaires, théoriques, des savoirs plus professionnels, voire artistiques aussi, d'usage, etc. Il me semble que c'est un peu ce que vous exercez. Alors, vous avez cliqué le micro, gardez-le, et ensuite on écoutera Florence. Oui, bonjour, Sylvain Bassistegui, je suis patron d'une ETI, donc Université intermédiaire à Orléans, qui est le groupe Pavlo, et je suis président du club des ETI de la région Centre-Val de Loire. Donc, déjà, première remarque, les ETI, parce qu'on a parlé des petites entreprises, on a parlé des grandes entreprises. Les ETI, c'est important, c'est 30% du chiffre d'affaires, c'est 25% de l'emploi. On est assez bien structuré, et nous, en fait, le club ETI, on n'est pas région, on travaille tous ensemble, et après, on s'occupe chacun de notre région pour l'animer avec une certaine liberté.
Notre but, c'est effectivement un peu ce qui est écrit ici, c'est-à-dire qu'on s'inspire les uns des autres, avec des témoignages. Donc, d'une part, on est en contact avec la Barfix parce qu'on a un vrai sujet aujourd'hui qui est le manque de techniciens de maintenance pour avoir des machines durables. Donc c'est un enjeu important, donc ça c'est un projet qui est en cours. Et d'autre part, dans cette animation-là, moi je vois deux choses, et donc j'aurais une question résultante, ou deux questions. La première, c'est que même si nos représentants du club ETI en région centre, 130 ETI en région centre, on est 45 aujourd'hui, une petite cinquantaine, on a vraiment du mal à réunir tout le monde parce qu'il y a la distance, malgré tout. C'est-à-dire que des fois on est à Tours, des fois on est à Orléans, des fois on est à Blois, finalement c'est un peu au milieu. C'est beaucoup plus compliqué d'aller dans le sud, Bourges ou effectivement dans l'Indre ou à Chartres. Donc on a un sujet de distance qui n'est pas forcément évident, donc je ne sais pas comment vous faites avec vos lieux finalement, parce que comment vous allez arriver à drainer tout le monde, première question. Et deuxième question, vous parlez d'entreprises qui viennent dans vos dispositifs. À qui vous adressez-vous? Est-ce que vous vous adressez au club ETI? À qui vous adressez-vous? Aux grandes entreprises ou bien un panel de TPE? Je ne sais pas. Un mouton à 5 pattes aussi. Alors, question, bien sûr, Florence, vous pourrez répondre à ça. Ah ben voilà, faites-le. Non, peut-être deux mots, effectivement, sur la mise en réseau qui nécessite du partage en visuel. Voilà, la visioconférence peut aider, mais voilà, on voit bien les limites, et à un moment donné, les interactions pour construire ensemble des projets, ça nécessite qu'on puisse se voir. On a néanmoins la chance d'être une région à taille humaine. Je pense qu'effectivement, la même problématique sur des régions beaucoup plus grosses que les nôtres est peut-être encore plus complexe. Sur la question de l'attractivité endogène, oui, bien entendu, les études, les travaux qu'on a menés, ils portaient pour une grande part auprès de nos habitants et notamment auprès des jeunes, parce que ce serait artificiel de créer une attractivité exogène si les habitants eux-mêmes déjà ne sont pas porteurs de la conviction d'être sur un territoire qui a de la valeur au sens noble du terme, qui a des atouts et qu'ils soient eux-mêmes des ambassadeurs de cette qualité de vie au quotidien. Donc, bien entendu, et quand on fait le développement de l'enseignement supérieur, c'est pour permettre à nos jeunes de trouver sur le territoire régional une offre supérieure de qualité et de quantité qui correspond à leurs aspirations et qui n'aillent pas faire leurs études ailleurs, parce qu'ensuite on aura du mal à les faire revenir, mais aussi effectivement capter des jeunes qui trouveraient sur le territoire régional des formations qui n'existent pas ailleurs et qui permettraient de commencer à les installer sur le territoire. Donc voilà, les deux se répondent. On ne parle pas bien d'un territoire si on ne le vit pas bien, mais on parle d'autant mieux aussi de son territoire qu'on sent qu'il a les regards des autres. Et donc c'est vraiment cet effet miroir entre l'endogène et l'exogène qu'il faut travailler. Christelle, c'est lié? Oui, alors à l'origine de l'initiative, d'abord une préfiguration, donc je le disais tout à l'heure, le lien avec les thématiques, une préfiguration qui a conduit à une première séance de mobilisation de l'écosystème économique. Et donc on s'adresse à toutes les structures d'accompagnement ou qui fédèrent, soit associatives, consulaires. Dans nos premiers travaux, tout était repéré et tout ont été sollicités. Elles sont venues, parfois pas toujours, elles sont venues dans un temps décalé, donc elles savent qu'elles ont la possibilité de venir à notre contact et elles sont nécessairement conviées par le biais de cette communauté que l'on a construite dans nos temps d'animation. Donc en fait, c'est très ouvert et cette séance d'installation, en quelque sorte, de cette stratégie, elle a eu lieu en présence d'un représentant de l'État qui était le préfet et d'un représentant de la région Occitanie aussi. Et donc c'est en commun que cette initiative a été annoncée. Et c'est ce qui a certainement fédéré beaucoup de représentants d'entreprises ou des entrepreneurs eux-mêmes dans cette dynamique. Donc il faut peut-être que vous puissiez aller chercher du soutien, vous regrouper peut-être avec des structures ou d'accompagnement ou des collectivités pour pouvoir faire émerger vos souhaits de rassemblement. En tout cas, de l'expérience que je vis depuis 2 ans, je pense que c'est vraiment la clé de faire en sorte de construire des temps d'animation d'une communauté ou d'un écosystème.
Même question pour Olivier que je reformulerai et ensuite nous nous acheminerons vers la fin en vous demandant si finalement au-delà des noms, et j'aurais pu formuler la question également comme cela à l'intention de Florence et de Christelle, mais au-delà des noms de grandes marques, vous avez cité Michelin, etc., la réussite ne tient pas à la capacité de nouer des liens personnels au sein de ces grandes entreprises avec des personnes qui assureront, qui seront de bons ambassadeurs. Ambassadrice, pardon. Alors justement, ça tient à chaque entreprise en fait. Si vous prenez Alstom, on allait voir plusieurs fois le directeur, mais ça changeait souvent. Et les grosses entreprises comme ça, en fait, elles sont dirigées de Paris. Et le pouvoir des directeurs est un peu particulier. Donc ils ne sont pas forcément ouverts à des collaborations qui sont atypiques. Michelin, par contre, c'était complètement ouvert. Ça a très bien fonctionné. Framatome, ça n'a pas fonctionné non plus. Et ça a fonctionné avec les autres entreprises, les ETI et puis les PME. Et comment on les a contactés? On allait les voir, on a regardé celles qu'on connaissait, parce que le Creusot, c'est assez industriel. À force, moi je ne suis pas d'origine du Creusot, mais je connaissais quand même quelques entreprises. Ça nous a permis déjà d'associer une vingtaine de partenaires entreprises et institutions pour poser le PIA. Et puis on a continué comme ça notre petit tour aller voir les entreprises pour essayer de les faire participer. Ensuite, quand vous avez aussi les réseaux UMM, MEDEF, pour nous, ce qui nous concerne, qu'on était plutôt dans l'industrie. Et pour les tiers-lieux, en fait, il y a plein de tiers-lieux qui se sont créés ces dernières années, et on peut s'associer avec eux pour créer des événements ponctuels, une fois dans l'année, etc. Voilà, c'est du travail de terrain, et il faut vous rapprocher d'un CNQ. Alors, le problème des CNQ, c'est que la qualité est variable, parce que ça dépend des gens qui s'en occupent. Ça dépend s'ils ont le temps de s'en occuper, ça dépend de leurs convictions, etc. C'est très variable, c'est humain, quoi. Et vous pouvez tomber sur le bon, comme vous tombez sur quelque chose où il ne se passe rien. Voilà. Privilégier les CNQ qui sont portés par les IUT ou les écoles d'ingénieurs, l'université, parce que par les lycées, c'est vraiment très particulier, ils n'ont pas beaucoup de temps pour s'en occuper. Je me garderai de conclure, parce que d'abord, c'est pas fini, ce n'est pas à moi de le faire, mais je partagerai une conviction acquise en vous ayant entendu. Je vous ai écouté, nous vous avons écouté en ayant quand même en tête ce qui nous avait été dit précédemment par Nadine Lavretto, Olivier Coussy, Philippe Laredo. On a bien senti leur scepticisme, leur mise en garde par rapport à la notion d'attractivité territoriale. La conviction que j'ai, c'est que si l'attractivité territoriale n'existait pas, il faudrait absolument l'inventer, ne serait-ce que pour nous procurer le plaisir d'entendre des témoignages et des débats aussi contradictoires et stimulants. Merci pour cela. Est-ce que vous voulez bien vous associer à moi pour remercier ainsi qu'Olivier, Philippe, Nadine, vous voyez, je m'autorise à les appeler par leur prénom, pour remercier toute l'équipe de l'IHEST qui a été derrière la préparation matérielle des choses. J'ai nommé Lucille Grasset directrice de l'IHEST, aux côtés de son président, au fond très discret mais efficace pour porter vos paroles, les inscrire dans le marbre, les porter dans les réseaux sociaux et au plan international. C'est Mélissa Chéry et puis Olivier Dargouge. Et je vous demanderai de vous associer plus particulièrement à moi pour remercier celle qui nous a accompagnés tout du long de la préparation, que d'heures passées en Zoom pour préparer les choses. J'ai nommé sous vos applaudissements Catherine Veglio qui est au fond de la salle et qui peut se lever.